C'est tout de suite de commencer. Je vais m'appuyer sur ce diaporama qui vous représente à nouveau. Voilà. Donc, je vous rappelle que on va organiser une journée entière sur le stress si ça vous intéresse, ou parlez-en autour de vous le 10 juin à Lausanne. Donc, ce webinaire a pour objectif, d'abord que vous ayez un aperçu de certaines choses, par exemple, la physiologie du stress, quelques pathologies autour du stress, avoir quelques repères, le fonctionnement cérébral qui est en jeu au cours des stress, et puis les capacités à développer pour faire face au stress. D'accord? Donc ça, c'est les objectifs de ce webinaire. Et puis le plan, le voilà, on va dérouler au fur et à mesure avec Claudia, définition, physiologie, le stress et l'angoisse, nos 3 cerveaux, figurez-vous qu'on a 3 cerveaux, les circuits dysfonctionnels qui sont activés lors du stress. Je vais vous présenter une échelle de stress. Et puis, on va aussi vous présenter des capacités pour faire face. Voilà. Claudia, on y va? Volontiers, je suis prête. Alors Christophe, ce qui m'intéressait de savoir un petit peu ce soir, c'est est-ce que tu es stressé là? Eh bien, voilà, tu commences par une question bien personnelle. Mais merci. Oui. Un peu stressé. Et je pense que dans le stress, il y a une part qui est normale. Par exemple, attendez, je vais vous repasser le diaporama. Un chercheur qui s'appelle Kurt Levine a montré que quand une personne a un besoin et se fixe un objectif, alors il y a un état de tension qui se met en place. Et cet état de tension ne se résout, ne se détend, on va dire, que quand l'objectif est atteint. Donc, quand vous avez un projet, un objectif, quelque chose à faire, une tâche à faire, il y a une tension interne qui se met en route et qui va se relâcher que une fois que l'objectif est atteint. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement de l'être humain. Donc, et puis, vous savez que avant un enjeu particulier, une rencontre, une réunion, un concert, tiens, on entend beaucoup les artistes parler de stress, comment ils gèrent le stress avant d'entrer en scène. Donc, quand on pense stress, il y a une part de ce stress qui est normale. Mais on peut dire peut-être même une part de stress qui est quelquefois nécessaire. Est-ce que tu nous as donné là la définition du stress? Pas encore, mais si tu la veux, je vais bien te la donner. Volontiers. Alors, il y a plusieurs définitions, bien sûr. Hein. Je vous donne celle qui est plutôt retenue maintenant dans les études, qui est une définition de Lazarus et Folkman qui date de 84. Vous voyez, c'est assez vaste comme définition. Le stress est généré par toute situation évaluée par l'individu comme consommant ou excédant les ressources dont il dispose et mettant ainsi en danger son bien-être. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir, hein. C'est de ces situations où il y a, de la part de l'individu, une situation qui va consommer son énergie ou voire même excéder ses ressources dans certains cas. Voilà une des définitions que je vous propose. Ok. Il y en a une autre. Oui, il y en a oui, il y en a d'autres. Disons, c'est plutôt une citation je ne sais pas si vous connaissez David Servan-Schreiber, qui est mort maintenant, mais qui était médecin, qui a beaucoup travaillé sur le stress. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit, c'est pas le stress en soi qui est facteur de problème ou de maladie, mais c'est le sentiment d'impuissance. Donc, on va voir que ces phénomènes de stress, ils sont liés à des événements, en effet, extérieurs, mais ils sont liés aussi à la façon dont l'individu se sent en capacité de les gérer et la façon où l'individu se sent en capacité, on va dire, de contrôler. D'accord. Est-ce que quand moi, par exemple, je te reflète ce que je ressens quand je suis stressée, j'ai vraiment le cœur qui bat, j'ai la bouche qui est sèche, peut-être les mains moites. Est-ce que tout ça est normal? Oui,
tu décris là les réactions qu'on vit tous face à un stress plus ou moins important, qui sont des réactions physiologiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le fonctionnement, la physiologie humaine est gérée en particulier par ces systèmes qu'on appelle sympathiques, hein, c'est-à-dire ils fonctionnent un peu de façon autonome. On ne les contrôle pas. Enfin, on peut apprendre à les contrôler, on verra d'ailleurs tout à l'heure, mais ils vont se mettre en jeu de façon indépendante. Contrairement au système, aux autres parties du système nerveux qu'on va pouvoir contrôler. Le regard, l'ouïe, marcher, se coordonner. Mais vous avez déjà entendu parler des systèmes sympathiques, donc orthosympathique et parasympathique, parce que l'un est agoniste et l'autre est antagoniste. Et lors de stress, c'est le système orthosympathique qui est mis en jeu. Et ce système orthosympathique provoque exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, d'abord, l'augmentation du rythme cardiaque, on appelle ça tachycardie, hein, et puis la bouche sèche, on a pu se dire. Des fois, on a du mal à penser parce que le cerveau n'est pas bien irrigué, parce qu'il y a une augmentation de la pression artérielle pour irriguer plutôt les muscles et, plutôt que le cerveau. Et dans ce système orthosympathique, il y a aussi le tube digestif qui est absolument plus du tout irrigué, ce qui explique que lors de stress intense, on peut avoir mal au ventre, un peu de diarrhée, vous voyez. En tout cas, on digère très mal ou pas du tout. Donc ça, c'est normal. Voilà. Là, je vais vous passer une petite diapo là-dessus. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à lever le doigt, comme à l'école, pour que je vous le voie. Voilà. Puis si vous avez des questions, on prendra un temps un peu plus tard. Donc voilà ce petit schéma. Alors, il est un peu petit, hein, si vous avez besoin, on vous l'enverra, mais voilà pour vous montrer qu'en effet, à gauche, le système sympathique, à droite, le système parasympathique. Et dans les premiers temps de stress, c'est le système orthosympathique ou sympathique qui est mis en place, qui est actionné avec l'accélération du cœur, voilà. Le tube digestif qui n'est plus du tout irrigué, voilà. Et puis la pression artérielle, parce que les vaisseaux sanguins sont contractés avec une pression artérielle qui augmente. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand on apprend à gérer le stress, on apprend toutes sortes de méthodes, on va dire, d'exercices. Et beaucoup de ces méthodes, justement, font activer le système parasympathique. Tu vois, Claude, tu as, toi, tu connais des méthodes de gestion du stress, des exercices, des choses comme ça, non? Oui, quand je dois respirer de façon bien contrôlée. Par exemple, la respiration, c'est la base. C'est une des bases de ces méthodes de gestion du stress. Quand on respire tranquillement, et comme tu l'as dit, de façon contrôlée, c'est-à-dire bien à fond, eh bien, on active le système parasympathique. D'accord. Il faut le savoir. Et ça diminue le rythme cardiaque, par exemple. Ça diminue la tachycardie. Donc, ça ralentit le cardiaque. Je ne sais pas si tu connais qu'on appelle la cohérence cardiaque, peut-être certains connaissent. C'est ça que je parlais, mais je ne savais plus le mot. Cohérence cardiaque, voilà. En agissant sur la respiration, on agit sur le cœur. Ça, c'est un des exercices. Alors ça, c'est des exercices qu'on fera, que je vous apprendrai à l'atelier du 10 juin. À l'atelier du 10 juin, on fera plein d'exercices comme ça, différents. D'accord. Maintenant, on parle beaucoup de stress, mais dans la vie courante, on parle aussi d'anxiété ou d'angoisse. Peux-tu préciser la différence entre ces différents termes? Ok, c'est bien, oui, merci. C'est bien de le préciser. Je m'appuie pour ça sur, je ne sais pas si vous connaissez le DSM. Le DSM, c'est le manuel du diagnostic de santé mentale. C'est une compilation un peu de nosographie qui donne des diagnostics en psychiatrie largement. C'est-à-dire, c'est pas seulement la pathologie, c'est aussi les troubles mentaux en général. Et dans ce DSM, on propose en effet un certain nombre de définitions. Et pour être un peu clair, j'en propose là. L'anxiété d'abord. Dans le DSM, le dernier, on parle par exemple de crainte, de soucis permanents. Dans le DSM, on dit anxiété, c'est attente avec appréhension. Vous voyez, on attend quelque chose qui va arriver avec de l'appréhension.
Donc l'anxiété, c'est ça, et c'est souvent associé à des symptômes comme la fatigue, des troubles de concentration, troubles du sommeil, l'irritabilité. Bon, ça, c'est l'anxiété. Ensuite, on progresse un peu en intensité, on a l'angoisse qui est plus forte, c'est une peur intense, dit le DSM, devant un danger. Et vous savez que ce danger, il peut être réel. Hein, vous êtes dehors, il y a de l'orage en montagne, ou imaginaire, c'est-à-dire vous imaginez qu'il va se passer quelque chose de grave parce que vous êtes dans un quartier d'une ville inconnue et vous rentrez trop tard le soir. Donc, ça, c'est l'angoisse. Et souvent, l'angoisse, vous savez, est associée à des signes physiques. Alors, les gens disent, bon, bah, ça me serre dans la poitrine, j'ai un nœud dans l'estomac, des choses comme ça. Ça va, Claudia? Oui, oui, ça m'aide bien de comprendre les différences entre les trois. J'ai pas fini après, il y a aussi la phobie. Ah, d'accord. Encore plus fort, on va Mhm. dire. Là, c'est en général lié à une exposition de quelque chose particulier. Vous connaissez, il y a toutes sortes de phobies, l'agoraphobie, hein, la peur des espaces, la claustrophobie, au contraire, la peur d'être enfermé. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines de phobies. Et donc là, c'est fort et c'est en lien avec une situation ou un lieu. Hein. Et puis, il y a ce qu'on appelle la panique. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont en panique. Alors là, ceux-là, ils sont difficiles à contrôler parce que dans la panique, on a des comportements qu'on n'arrive plus à contrôler. On ne peut plus respirer, on ne peut plus penser, bien sûr. On s'agite, on crie. Voilà. Donc là, il y a une espèce de progression, tu vois, en termes d'intensité. Mhm. D'accord. Merci, ça couvre bien. Euh, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a sauté dans l'eau pour sauver quelqu'un qui visiblement était en train de se noyer. Et est-ce que là, sans réfléchir, cette personne y a été, elle l'a vu, est-ce que ça, c'est le stress qui permet ce genre d'action, d'exploit? Oui, comme je disais un peu en préambule, le stress peut bloquer, limiter les gens, peut aussi permettre des actions étonnantes. Tu cites cet homme qui s'est jeté à l'eau. On me racontait il n'y a pas longtemps un accident de voiture où une femme qui avait fait des tonneaux avait réussi à sortir. On ne sait pas comment quand on a vu la voiture et avait sorti son gamin qui était derrière. Donc des fois sous stress, on est capable d'actions très surprenantes. Et ça vient de ce qu'on appelle nos trois cerveaux. Alors, peut-être que certains connaissent les trois cerveaux. En fait, on a trois cerveaux. Je vais vous montrer un petit schéma. Donc, je ne sais pas si peut-être que vous connaissez déjà ça. Hein. On a en fait, notre cerveau s'est développé au cours du temps, au cours du développement de l'homme, hein, de l'être humain. Et on dit qu'on a trois cerveaux. Alors, on a notre cerveau ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Vous voyez ma flèche qui Oui, tourne là? très bien. Ça va? Les autres aussi, ça va, Carole ou... Voilà. Donc, on a un cerveau qu'on appelle, entre guillemets, cartésien, c'est-à-dire qui pense. Bon, ça, c'est le cerveau le plus élaboré. D'accord? On y reviendra tout à l'heure. Et en particulier, dans ce cerveau-là, il y a le préfrontal, qui fait qu'on est une espèce la plus développée parmi les espèces animales. On a aussi un cerveau on dit émotionnel, ou limbique. C'est tout le système limbique. Vous avez peut-être entendu parler de l'amygdale, ou de ces zones-là. Et puis, on a un cerveau qu'on appelle reptilien parce que c'est le cerveau, on va dire, le plus archaïque, le plus ancien, comme les reptiles un peu. Hein. Et donc, en cas de stress aigu, si c'est très fort, hein, là tu parles de quelque chose de fort, l'accident de voiture, quelqu'un qui se noie, eh bien, en cas de stress aigu, le cerveau se met en mode de protection et c'est le cerveau reptilien qui va, à ce moment-là, entrer en jeu. Et le cerveau reptilien, il ne sait pas faire grand-chose, mais il sait proposer des comportements automatiques de protection. Et vous allez reconnaître parce que c'est exactement les mêmes comportements que, par exemple, une gazelle aurait dans la savane
quand elle est attaquée par le lion. Hein. Et je propose d'utiliser, je ne sais pas si vous connaissez ces petits moyens mnémotechniques, les 3 F, c'est des mots anglais. Hein. Le premier, c'est fight. Donc, ce cerveau reptilien, il permet, par exemple, d'attaquer, de passer à l'attaque. Bah, c'est exactement le cas de cet homme qui saute à l'eau. Il ne réfléchit pas, il y va, il fonce. De cette femme qui sort de la voiture, elle ne sait pas comment, mais elle le fait. Donc, ou éventuellement se défendre. Une gazelle, elle se défend devant le lion. Hein. Des fois, elle repousse le lion, d'ailleurs. Ce cerveau reptilien sait aussi, eh bien, faire en sorte qu'on se sauve. Et qu'on se sauve, c'est fly, hein, se sauver, fuir. Alors, j'ai une petite anecdote là, d'ailleurs. Des pompiers m'ont raconté un jour, il y a eu un accident de bus. Et dans cet accident de bus, le bus a pris feu. Les gens sont sortis en vitesse. Et quand les pompiers sont arrivés, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de courir dans les champs sans s'arrêter. Vous voyez, le cerveau reptilien s'était mis en marche et il fonçait, il se sauvait, quoi, sans réfléchir. Il a fallu leur courir après pour les arrêter, leur dire stop, arrêtez, c'est fini, vous êtes en sécurité. Ils étaient plus capables de réfléchir. C'est vraiment très étonnant comment ce cerveau se met en fonctionnement dans ces stress très aigus. Et puis le dernier fonctionnement de ce cerveau reptilien qui apparaît sous stress intense, hein, c'est ce qu'on appelle freeze. Freeze, c'est quoi? C'est faire le mort, c'est la mort. Hein, vous savez, les gazelles, enfin les animaux, des fois ils font ça et ça marche très bien. Le lion vient, vous savez, il renifle, ça n'intéresse plus. Faire le mort. Alors, je m'arrête un peu là parce que dans mon expérience de traitement du stress post-traumatique, beaucoup de personnes me racontent que sous stress, par exemple, je sais pas moi, un enlèvement, une agression dans la rue ou un viol, eh bien, les gens sont plus capables de rien faire. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Absolument. Ils sont comme bloqués. On dit freeze, hein, comme le froid, ou on dit en français figement. Bon, ils se figent. Et quelquefois, ça fonctionne parce que l'agresseur s'en va. Ou ça fonctionne parce que du coup, c'est comme un coupe-circuit, si vous voulez. Et la personne ne se rend plus compte de ce qui se passe. Je vous le dis en aparté parce que il arrive assez souvent que des personnes qui ont été agressées racontent ça avec beaucoup de culpabilité en disant j'ai rien pu faire, j'ai rien fait, je suis un lâche. Enfin, ou même je me suis laissé faire. D'ailleurs, des agresseurs disent oh bah, on pouvait, parce que de toute façon, il ou elle s'est laissé faire. Vous voyez, dans ces moments-là, c'est comme un coupe-circuit dans le cerveau. Hein. Le cerveau se met en mode protection et la personne ne bouge plus. Et elle se déconnecte, vous voyez. D'accord? C'est important, je trouve que c'est important à savoir pour les personnes qu'on accompagne dans nos clientèles. Donc, est-ce que j'ai bien compris, Christophe, ces 3 F que tu viens de nous décrire, est-ce qu'ils viennent uniquement du cerveau reptilien ou est-ce qu'ils viennent aussi des 2 autres parties du cerveau? Alors, ces 3 F, c'est le fonctionnement du cerveau reptilien. Alors, je reviens à peine sur mon diaporama, tu fais bien de le préciser. Alors, comment est-ce que réagissent les 2 autres parties? Voilà. Donc, si on revient en arrière, vous voyez, cerveau reptilien. Alors, le cerveau limbique va réagir autrement. Là, si le stress est moins fort, normalement, le cerveau limbique, c'est-à-dire émotionnel, traite l'information de l'émotion. Mais si le stress est trop intense, c'est là qu'on voit souvent apparaître les états de stress post-traumatique. Le cerveau émotionnel est débordé. Vous voyez, si la peur est trop forte, elle est trop intense, alors ça peut être une peur très forte et courte, ou bien une peur moins forte mais répétée dans le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que le cerveau émotionnel bloque le système de mémorisation de l'événement et le système de fonctionnement cérébral, tout simplement. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis le cerveau cartésien qui pense et le préfrontal, on va en parler tout à l'heure parce que c'est le cerveau qu'on va on va dire rendre plus agile ou qu'on va
qu'on va développer et qu'on va chercher à développer pour gérer le stress. D'accord, d'accord. Maintenant, on parle souvent de connexion nerveuse entre ces différentes parties dans le cerveau, des circuits. Comment est-ce que tout ça est relié? Alors, ce qui est intéressant dans ce... Alors, déjà, juste une petite pause là pour voir un peu comment vous allez les uns les autres. Est-ce que, puisqu'on a un peu de temps là, est-ce que à ce moment-là de la discussion, enfin de la présentation, vous avez des questions? Non. Alors, Françoise a dit non, Carole, Non, Sandrine, merci. Nadia, Sylvie, non, pas de questions. OK. OK. Alors, je réponds à ta question, Claudia. Je regarde juste mon diaporama. Voilà. Là, ce qu'on va dire, là, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur le cerveau émotionnel. Vous avez compris que quand le stress est très intense et qu'il y a un risque de mort imminente, quelquefois, c'est le cerveau reptilien qui fonctionne. On se sauve, on combat ou on fait le mort. Bon. Maintenant, si le stress est moins intense, le cerveau émotionnel se met en marche et bien souvent, le problème, c'est que les circuits dysfonctionnels vont se développer. C'est quoi les circuits dysfonctionnels? C'est que derrière l'émotion, il va y avoir assez rapidement des pensées négatives qui vont apparaître et des comportements dysfonctionnels qui vont se mettre en place et qui risquent de perdurer. Je vais donner des exemples. Une émotion intense, bon, ici, c'est le stress, donc c'est plutôt la peur intense, la peur, la panique, la terreur, etc. Fait que, assez rapidement, la personne, sans le savoir, hein, tout ça c'est inconscient, c'est automatique, hein, emmagasine non seulement le souvenir de cette peur, mais aussi un certain nombre de pensées négatives sur elle ou sur la situation, pensées qui peuvent ensuite perdurer, agir un peu comme un poison dysfonctionnel. Par exemple, je suis pas à la hauteur. Par exemple, je ne suis pas défendu. Par exemple, c'est de ma faute. Par exemple, je suis impuissant. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on recherche. Alors, en particulier en analyse transactionnelle, ceux qui ont fait d'analyse transactionnelle connaissent ces systèmes qui associent pensée, sentiment et comportement. Mais dans toutes les autres disciplines, on dit la même chose finalement. On dit que lors d'un stress, quand le cerveau émotionnel ne fonctionne pas bien, alors les pensées dysfonctionnelles apparaissent. On appelle ça en AT des croyances négatives. En EMDR, par exemple, on appelle ça des cognitions négatives. Et ces cognitions négatives sont des vrais poisons parce que ça reste chez la personne. Et quelquefois, c'est la pensée négative qui reste. C'est même pas le souvenir de la peur elle-même. C'est je suis pas à la hauteur qui va rester. Et qui va, la fois prochaine, revenir d'un seul coup si un nouvel événement similaire se produit. Et puis, des comportements vont se mettre en place. Vous connaissez tous, par exemple, les comportements d'évitement des personnes qui ont vécu, je sais pas moi, une agression dans une banque, n'ose plus rentrer dans la banque. La personne qui a vécu un accident de voiture traumatisant n'ose plus prendre sa voiture, n'ose plus conduire, hein, n'ose plus passer. Alors moi j'en ai plein qui me racontent ça, n'ose plus passer à l'endroit de l'accident. Ils font des énormes détours pour éviter le rond-point ou l'intersection. Bon, pour ça, ça va. Mais des fois, à force d'évitement, on évite tout. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont été victimes de stress intense et de traumatisme, et quelquefois, la vie se restreint. C'est des gens, des fois, qui sortent plus de chez eux. Donc, vous voyez, c'est ça que j'appelle circuit dysfonctionnel, quand le cerveau émotionnel est envahi, on va dire, et où il y a donc l'association de ces peurs, souvent d'ailleurs, la peur que ça recommence, donc c'est la peur de la peur, pas seulement la peur de l'événement. Les pensées négatives, on appelle ça croyance négative, on peut appeler ça cognition négative. Souvent, c'est des pensées négatives sur soi ou sur un tel, hein, les managers, les profs, un tel, ou des pensées négatives sur des situations, des lieux. Ce lieu-là est dangereux, etc. Et ça entraîne des comportements
Et quand ça fonctionne, vous savez, le cerveau, quand il apprend un circuit, le risque, c'est que ce circuit devient prédominant. Et le cerveau, il aime bien les circuits qui roulent, on va dire. Alors, quand ça va bien, hein, quand on a tout appris à faire du vélo, on sait faire du vélo toute sa vie. Mais quand ça va plus bien, le risque, c'est que ce circuit dysfonctionnel prenne le pas sur les autres circuits. Est-ce que je suis clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions à cet endroit-là? Non? Non, ça va? Je vais juste laisser Claudia te donner un exemple. J'avais dans ma consultation d'une secrétaire de mairie. Et cette secrétaire de mairie, en fait, son stress, c'était son maire, tout simplement. Le maire qui était donc son autorité, hein, son leader, bien sûr, mais qui la harcelait. Il la mettait sous pression tout le temps. C'était jamais assez bien, jamais assez vite, tu vois, un peu ce genre. Et à force, cette secrétaire de mairie a développé, sous pression, là, un certain nombre de croyances négatives sur elle. Elle me dit, par exemple, bah, je me fais avoir tout le temps, on profite de moi. Si on profite de moi, c'est que je suis trop bête. Ça part bien, ça, je suis bête. Hein. Du coup, comme elle est bête et qu'on profite d'elle, eh ben, elle se méfie. Comme elle se méfie, ben, elle n'entend pas bien les informations, donc elle est encore plus bête, on va dire, elle fonctionne moins bien. Comme elle se méfie, elle s'isole aussi. Elle est moins en relation, elle a peur. Elle a peur de rencontrer le maire ou le conseil municipal, donc elle les évite. Elle va plus aux réunions. C'est bien embêtant pour le secrétaire de mairie de ne pas aller aux réunions. Elle n'ose pas demander des informations, vous voyez. Et à force, le système, vous voyez, s'emballe. Au début, la croyance négative, c'est ben, je me fais avoir, je suis trop bête, puis après, je suis nul. Parce que c'est de pire en pire. Elle fait de plus en plus de bêtises, vous voyez. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, on a un bon exemple de la pensée qui suit tout le circuit, quoi, qui est C'est ça. engendré. La pensée. Tu nous as évoqué, Vas-y. pardon, tu nous as évoqué plusieurs situations de stress. Je ne vais pas revenir dessus, mais tu as donné plusieurs exemples. Est-ce qu'il y a différents niveaux de stress ou de gradation de stress dans la vie courante, dans la vie en général? Oui, et ce qu'il faut retenir, c'est que cela dépend de la personne. Ça dépend bien sûr de l'événement. Et encore, on sait que pour un même événement, les personnes qui subissent l'événement, hein, je pense par exemple au tremblement de terre en Turquie, un déraillement de train ou du harcèlement au travail, eh bien, les personnes qui subissent le même événement vont pas être stressées de la même façon. Donc, c'est bien le vécu de l'événement qui est important dans ces situations-là et pas l'événement lui-même. On peut même prendre deux enfants du même fratrie qui ont vécu la même chose, on va dire au même moment avec un parent violent, par exemple. Hein. Eh bien, ils s'en sortent pas de la même façon. Donc, oui, il y a des niveaux de stress, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est surtout, on est, on va dire, différents, tous différents devant le stress. Hein. Donc, un événement qui paraît de l'extérieur, on va dire, bénin, enfin léger, peut être vécu comme très stressant par une personne. Et, et pour revenir au cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure avec les 3 F, vous savez, hein, fight, se battre, flight, se sauver, et puis freeze, faire la mort. Chez l'homme moderne, on a souvent des stress moins intenses que ça, mais des stress un peu continus qui vont donner des réactions, que je vais vous montrer là, un peu du même type, mais vous allez pouvoir sans doute relier à vos expériences ou vos clients. Fight. Alors, on a rarement des gens qui sautent à l'eau, ça peut arriver, ou qui se battent. Mais par contre, on peut avoir des personnes qui vont développer une forme d'agressivité. Le stress n'est pas si intense pour qu'il y ait un combat, mais il est assez long et fatigant pour que la personne, au bout d'un moment,
et comme trouble du comportement, on va dire, une forme d'agressivité. Donc, c'est bien de l'avoir en tête que des fois, des gens agressifs peuvent être des gens stressés. Flight, vous savez, se sauver. Hein. Se sauver, c'est se sauver, comme je disais tout à l'heure, courir dans un champ parce que le bus est en feu. Mais ça peut être se sauver de façon un peu, si vous voulez, d'une autre façon, hein, de façon, par exemple, se sauver à l'intérieur de soi, être dans le repli, se sauver des contacts humains. Et c'est là qu'on trouve l'anxiété dont je parlais tout à l'heure. C'est une forme de fuite. Hein, de fuite, on évite les contacts et on développe une espèce d'anxiété, on commence à avoir peur de tout. Et puis le freeze, c'est-à-dire le fait, vous savez, de faire le mort, hein, de ne plus bouger, on appelle ça figement aussi. Eh bien, chez l'homme moderne maintenant, devant un stress moins intense, ça peut donner des phénomènes de dépression, c'est-à-dire de perte d'énergie, de plus avoir envie de rien. Alors, voilà la traduction, on va dire, d'aujourd'hui, en termes de symptômes, de comportement, de ces trois phénomènes, de ces trois réactions du cerveau reptilien. Ça répond un peu à ta question des niveaux. En partie, si je peux me permettre. J'ai envie de revenir parce que j'ai entendu une partie de ta réponse qui nous dit que chaque individu réagit différemment. Tu donnais l'exemple du tremblement de terre en Turquie, en Syrie. J'entends bien que chaque personne est différente. Maintenant, je crois savoir qu'il y a quand même une échelle d'événements dans la vie qui peuvent être stressants. Donc, j'aimerais bien en savoir plus un peu à ce sujet-là. Ah, j'entends. Excusez-moi, c'est ma chienne qui a soif. Je suis désolée. C'est très sympa comme bruit. Je suis désolée. Non, c'est pas l'une d'entre nous, ce n'est pas l'un d'entre nous, non. Non, désolée. Oui. Alors, c'est intéressant, c'est que tu parles d'échelle. Alors, il y a sans doute plusieurs échelles. Moi, je vous en propose une, c'est l'échelle de Holmes. Et j'ai trouvé intéressante parce que elle relie des événements quotidiens, et pour répondre à ta question, à l'intensité du stress ressenti. Et donc, ils ont fait des études comme ça sur des grands échantillons de personnes. Et j'en profite pour dire, si vous avez besoin de ces documents plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on vous les enverra volontiers. Donc, dans cette échelle de Holmes, je vous l'ai mis d'ailleurs dans la bibliographie, hein, cette échelle, Holmes donne une échelle de 0 à 100. Hein, donc 0 étant pas de stress, puis 100 le stress maximum qu'on puisse imaginer. Hein. Mais il relie ça aux événements courants de la vie. Hein. Là, on n'est pas dans la prise d'otage. Hein. Alors, par exemple, 100, c'est décès du conjoint. Ouais, on s'en doute un peu. Décès du conjoint, ils le mettent sur 100. Par contre, alors 0, j'ai pas de 0, mais j'ai trouvé un événement très peu stressant, c'est les vacances, mais quand même 13. Là, c'est pas 0. C'est rigolo, hein? On va dire, cool les vacances, c'est 0. Non. Il y a un petit changement, il y a éventuellement un petit imprévu. Là aussi, ça dépend des personnes. Moi, je connais des personnes qui sont hyper stressées de quitter leur chez eux. Bon, donc là, on est dans une population, on va dire, sans trouble. Un autre exemple, mariage 50. Ah oui, mariage quand même. 50 d'échelle de stress, hein, entre 0 et 100. C'est pas. Mais, bon, on imagine, hein, parce que le mariage, c'est un grand enjeu, un grand engagement, mais c'est aussi beaucoup de préparation, c'est aussi réunir des gens, hein, vous savez ça. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis à leur divorce? 73, plus, hein, plus que mariage encore. Autre exemple, changement de travail, tiens, 36. Alors, ils n'ont pas précisé là si c'était un changement voulu, hein, ou involontaire. Hein. Mais là, je pense que c'est plutôt le changement voulu, c'est-à-dire la personne qui veut changer de travail, même si c'est son choix, c'est son objectif. C'est un assez gros stress, hein, 36. Changement d'école pour les enfants, 20. Bon, ça donne un ordre d'idée, si vous voulez, c'est à prendre comme ça, de façon, avec un peu de distance, mais quand même, c'est intéressant. Est-ce que j'en ai mis d'autres? Non, je ne sais plus. Voilà. Voilà, c'est un peu plus clair. Avec ça, ça répond beaucoup à ma question et je pense à pouvoir distinguer différents niveaux de stress. Je te remercie.
Peut-être le prochain point, puisqu'on vient de voir les niveaux de stress, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre le stress? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, euh, si vous êtes intéressé par la journée qu'on va animer, que je vais animer à Lausanne, on fera toutes sortes d'exercices de gestion du stress. On en a parlé tout à l'heure, la cohérence cardiaque, la respiration, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais il y a une équipe de chercheurs qui est euh, animée par une personne qui s'appelle Monsieur Fradin, j'ai plus son prénom là en tête, mais bon, peu importe, qui ont fait des recherches intéressantes et qui proposent des capacités à développer pour mieux gérer le stress. Alors, je vous remets le diaporama. Là, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quand même, ça s'appuie sur des recherches, hein, des études, il y a des thèses qui sont faites là-dessus. Ils ont remarqué que en face d'un stress, il y a chez l'être humain une compétition entre un mode qu'on appellerait automatique. Voilà, j'ai mis l'engrenage, un truc qui se met en marche automatiquement. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Soit le cerveau reptilien. Alors là, c'est direct, hein, on se protège ou on attaque. Soit le cerveau émotionnel, alors là, on est perdu et automatiquement les choses dysfonctionnent, les pensées négatives arrivent, les comportements dysfonctionnels. Mais l'être humain peut aussi mettre en place ce qu'on appelle un mode adaptatif. Donc l'idée, c'est comment on accompagne les personnes ou comment soi-même on développe des capacités adaptatives. Comment on s'adapte à des événements imprévus, plus ou moins impactants. Et pour développer ce modèle adaptatif, l'équipe de ce chercheur, Pradin, propose 6 capacités. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure sur les 3 cerveaux? Quand on développe ces 6 capacités, alors on développe notre cerveau pensant. Vous voyez, le cerveau le plus élaboré. Notre cerveau, notre néocortex et en particulier notre cerveau préfrontal. Donc ces capacités, les voilà. Rationalité, curiosité, souplesse d'esprit, nuance, relativité, opinion personnelle. Et à chaque fois, ils ont des petits exercices, ils entraînent des groupes à faire ça. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ces 6 capacités. Donc, rationalité, c'est être capable de, on va dire, rendre rationnelle la peur irrationnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Quelles sont mes ressources? Quelles techniques j'ai à ma disposition? Alors, on fait beaucoup ça, par exemple, en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale. Moi, j'utilise aussi la réalité virtuelle et d'autres approches où on apprend aux gens, par exemple, prenons le cas d'une phobie des ascenseurs, hein, claustrophobie. Une des techniques, c'est d'apprendre aux gens à faire la liste de ce qui peut leur arriver dans un ascenseur, d'accord, mais aussi la liste de ce qui est quasiment improbable dans un ascenseur. Et ça, c'est la rationalité. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Moi, l'ascenseur tombe en panne. OK, bon, j'ai un numéro pour appeler. J'ai mon portable, je suis en journée, etc. Donc, développer des capacités de rationalité, c'est-à-dire de prendre les éléments du réel, ça permet de mieux gérer le stress. Curiosité, alors intéressant, je trouve cette capacité, cette compétence, être curieux, chercher la nouveauté, entraîner son esprit à toujours être à l'affût de ce qui est différent de ce qui est nouveau. Par exemple, un exercice qu'ils font, c'est vous écoutez une personne, même une personne qui vous dit des choses qui vous intéressent pas vraiment, et puis vous vous mettez en mode, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'elle dit? Essayez d'être curieux, de relever des toutes petites choses différentes, observer, vous voyez? La capacité de curiosité, c'est une capacité importante pour gérer les stress. La souplesse d'esprit, bien sûr. La meilleure façon de s'entraîner, c'est de discuter avec quelqu'un qui a des idées différentes. Je pense que ça t'est déjà arrivé. C'est pas toujours facile d'ailleurs.
Des fois, on est bien disponible pour ça, puis des fois pas trop. Mais voilà, c'est un bon entraînement. C'est bon, alors d'accord, je vais jusqu'au bout. J'essaie d'écouter, j'essaie d'échanger et j'essaie d'assouplir mon esprit. En analyse transactionnelle, on parle de cadre de référence, hein, assouplir ou élargir son cadre de référence, par exemple, hein, pour mieux comprendre l'autre. Ok, il est différent, mais j'ai des choses à apprendre de lui. Euh, Nuance, bon, capacité de nuance, hein, et capacité de nuance, c'est la capacité, comment dire, d'être attentif aussi à toutes les petites choses de la vie. Par exemple, un exercice, c'est vous mettez dehors, par exemple, ou chez vous, vous fermez les yeux et vous écoutez tous les bruits, tous les sons, comme un chef d'orchestre. Et tous les sons sont importants. C'est-à-dire qu'on essaie d'être attentif à tout, et dans toutes les nuances, justement. Et si on fait bien attention à ça, on va entendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est très bon pour le préfrontal, hein. Le préfrontal, il sait faire ça. C'est-à-dire essayer de capter toutes sortes d'informations. Capacité de nuance, capacité de relativité, évidemment, hein. Les problèmes sont en général souvent relatifs. Donc l'idée, c'est de se poser la question, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver, pourquoi cette personne, pourquoi ce lieu, et si on a quelqu'un qui est stressé, lui pose la question, voilà, pourquoi tu traces ça? Quelle est ton expérience avec ça? L'idée, c'est de développer cette capacité de relativiser, bon, en face d'un problème qui va arriver. Et puis, la dernière capacité, c'est l'opinion personnelle, bien sûr. Apprendre petit à petit à se forger son opinion, son, son, ses idées, sa capacité de réfléchir, surtout quand on a des choix à faire ou des décisions à prendre. Voilà, donc 6 capacités. Alors là, c'est pareil, hein, il faudra un peu plus de temps pour approfondir ça, mais j'ai trouvé ça, c'était vraiment intéressant de la part de cette équipe de recherche. Très bien. Donc, les 6 que tu viens de nous évoquer, de nous expliquer très clairement, là, c'est vraiment les 6 moyens pour lutter contre le stress. C'est Bah, les disons, pistes. voilà, en tout cas, bon, c'est quand on regarde la littérature, c'est quelque chose qui s'appuie sur la recherche. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant. Alors après, on a aussi tous les exercices de gestion du stress au quotidien dont on parlait tout à l'heure. Je peux en redire un mot. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces exercices autour de la respiration, très important. Pourquoi? Parce que tous ces exercices-là vont activer ce qu'on disait tout à l'heure, le parasympathique. Moi, j'ai même un exercice avec mes clients où je leur fais fabriquer de la salive. Ça fait un peu bizarre de dire ça aux gens. Bon, maintenant, vous allez fabriquer de la salive. Ça doit vous faire bizarre, non? Mais faites le test pour vous. On peut, on prête l'attention à notre salive, on sécrète de la salive, et quand on sécrète de la salive, on active le parasympathique. Tu te rappelles, tout à l'heure, tu disais, quand je suis stressé, j'ai la bouche sèche. Bon. Tous ces exercices-là autour de la respiration, de la salive, de la cohérence cardiaque, c'est des exercices qui vont être intéressants pour gérer le stress. Et puis, il y a toutes sortes d'autres exercices, hein. Par exemple, tiens, je vous en montre quelques-uns. Et ça, on en reparlera aussi pour ceux qui ont envie d'approfondir lors de notre journée à Lausanne. Alors voilà, lui, il est plus stressé, c'est bon. Il est trop relâché même. Alors parce qu'il y a tous ces exercices de visualisation que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment intéressant. Tout le monde peut le faire, la visualisation, hein. La visualisation positive. Et ça, on en fera à la journée de Lausanne, hein. Des exercices tirés de la sophrologie, hein, et d'autres approches. De l'EFT. Tu connais l'EFT, non? Non. C'est Emotional Freedom Technique. C'est des techniques où on va tapoter des petits points d'acupuncture et puis on dit des choses. Donc, c'est des exercices qui mélangent gestes, comportement et stimulation, hein. Il y a des gens qui aiment bien ça. Des exercices tirés de la PNL, hein, programmation neuro-linguistique. Des exercices tirés aussi de ce qu'on appelle le débriefing, hein. C'est après un événement, tu sais, grave, on prend un temps pour éviter justement le stress post-traumatique, hein, pour éviter le stress post-traumatique. Ben,
prends un temps pour écouter les gens et leur faire raconter ce qui s'est passé. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui sont vraiment très importantes. On en reparlera lors de notre journée. Très bien. Ben, écoute, tu nous as donné un bon avant-goût de ce que tu veux présenter le samedi 10 juin à l'espace Dickens à Lausanne. Et puis, je me réjouis personnellement d'en faire partie. Merci. Alors, bon, voilà, c'est un aperçu, comme je vous disais, hein, de ce thème. Ce que je vous propose là, c'est un temps d'échange, questions, expériences, commentaires. Voilà, on a 10 minutes ensemble pour ce temps-là. Pour que ce soit plus facile, je vous laisse lever la main. Et puis, comme ça, vous avez le temps de... J'étais très intéressée, Christophe, par ces 6 points que tu nommes, comment lutter contre le stress. Et là, je me pose la question entre la rationalité et c'est marqué, la relativité. Tu fais une distinction entre les deux? La rationalité, c'est vraiment, on va dire, poser les éléments concrets de ce qui peut arriver et aussi se relier à ce qu'on appelle les expériences positives, hein, ou les souvenirs positifs renforçants. Donc, et puis faire état des techniques que l'on a à notre disposition. Par exemple, on va prendre l'exemple de prendre la parole en public. Bon, la rationalité, c'est dire qu'est-ce qui peut m'arriver, c'est qui ce public, combien ils sont, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver, et qu'est-ce que je sais faire pour faire ça. Donc, je sais préparer, j'ai un diaporama, j'ai un micro, j'ai quelqu'un comme Claudia qui est là, qui va m'aider à gérer le stress. Ça, c'est vraiment s'ancrer sur des éléments factuels. La relativité, c'est un peu après. Ça permet du coup de relativiser. Hein, c'est un petit peu l'étape d'après, je dirais. Et la relativité, il y a des exercices un peu différents qui permettent de prendre un peu de distance par rapport à l'événement lui-même. C'est ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs en thérapie du stress post-traumatique. Les personnes qui ont vécu par exemple, mettons l'accident de voiture, ça c'est facile de comprendre. Au début, quand elles sont encore dans le stress post-traumatique, elles ne vivent pas tout l'événement, elles vivent un instant d'événement terrible. Cet événement-là, il est omniprésent. Et puis, à la fin de la thérapie, il y a de la relativité. C'est comme un zoom arrière. Ils se souviennent alors du coup de toute la journée qui a commencé, qui a bien commencé, qui finalement a bien fini. Et cet événement qui était très stressant ne l'est plus. Et donc, ils arrivent à relativiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire de le remettre dans un contexte. Ouais. Super, merci beaucoup. D'autres commentaires, questions, partage d'expérience? Sandrine. Ouais, alors moi j'ai bien aimé le circuit dysfonctionnel en fait, parce que je donne beaucoup de formations sur la prévention du stress professionnel, mais moi j'utilise surtout le biais des hormones du stress, adrénaline et puis cortisol et tout. Et je trouve assez intéressant de pouvoir maintenant comprendre pourquoi il y a cette pensée négative aussi qui est présente. Je ne suis pas à la hauteur, donc, etc. Et de l'avoir mis avec, en lien avec les croyances négatives. Et puis du coup, un renforcement du scénario aussi automatiquement. Donc, je trouve assez intéressant de pouvoir avoir une autre lecture de ça. Merci. Merci pour votre remarque. Dans les approches qui sont de traitement des stress post-traumatiques, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on cherche cette cognition négative qui est vraiment un poison. Et la personne, quand elle a vécu ça, elle s'est sentie plus que vulnérable, elle s'est sentie impuissante, elle s'est sentie nulle, elle s'est sentie... Donc on cherche même les mots qui viennent, les mots qui disent quelque chose de très négatif sur elle. Et ça, il n'y a pas que l'émotion du stress hein, et la terreur qu'il faut traiter, il y a aussi cette espèce de poison cognitif qui fait que ça reste dans le temps. Et c'est pour ça que votre remarque est juste, parce que ces systèmes, en fait, ils s'auto-renforcent.
Parce que le comportement que la personne met en place renforce la peur, qui elle-même renforce le sentiment d'être impuissant, etc. Donc, c'est vraiment auto-renforçant. C'est ça qui est important. Nadia. Oui, alors je rebondis avec ce que tu dis parce que ça fait écho avec la PNL que j'utilise en fait pour la gestion du stress, puisque voilà, sans rentrer dans le détail, il y a des protocoles qui sont vraiment très très efficaces pour la gestion du stress, poser des encres, faire des désancrages, faire certains exercices où effectivement on met en zoom finalement cette image d'une séquence où il y a eu un trauma, une peur très très importante. Et le PNL, c'est vraiment ultra puissant. Merci pour cette remarque. Oui, oui. Oui. Et tu vois, les mots que tu as utilisés, j'ai traduit pour les collègues. Oui. Mettre en zoom, c'est ça la relativité, c'est de reculer, reculer, reculer. Il y a des exercices, on fait comme ça, on recule. Et puis, les ancrages, c'est quoi? C'est ancrer quelque chose de positif, c'est-à-dire ancrer dans le corps aussi. C'est-à-dire de se sentir cette ressource. Donc, faire un ancrage sur un souvenir positif ou sur un endroit du corps qu'on va pouvoir restimuler si quelque chose arrive. Donc, on ancre, et puis bon, ça fait penser à l'analyse traditionnelle, où on pense aux souvenirs renforçants, etc. Donc, merci, oui, tout à fait, c'est juste. Une autre question, une autre remarque, un autre commentaire? Non, moi j'ai trouvé également que le schéma que vous évoquiez, émotion, pensée, comportement, est très intéressant. Enfin, moi, ça me parle beaucoup aussi. Et je pense qu'on peut l'utiliser pour tout type de stress, en fait, tout type de traumatisme. Parce que parfois, on peut avoir vécu des situations de stress post-traumatique, mais on peut se questionner sur la nature du trauma, en fait. Certains psychologues peuvent dire c'était pas vraiment un traumatisme en fait, donc il ne s'agit pas vraiment d'un stress post-traumatique. Alors qu'en fait, on emploie beaucoup le mot de stress post-traumatique pour, j'ai envie de dire, pour beaucoup de situations finalement au global. Et j'avais rencontré moi une psychologue qui faisait la distinction en fait, qui disait non mais ça c'est pas un traumatisme, tant que c'était pas énorme, en fait c'était pas un traumatisme. Oui, et donc c'est intéressant d'avoir ces trois lunettes, la lunette comportement, qu'est-ce que la personne a mis en place, ça peut dire qu'il y a du traumatisme. La lunette, émotion, bien sûr, quelle émotion elle a eu à ce moment-là, quelle émotion est encore présente, parce que dans le stress post-traumatique, l'émotion revient d'un coup, aussi fort que ce qu'on a vécu, ou la lunette pensée, avec toutes ces croyances, donc de les assembler. Surtout que des gens, vous savez, vous avez déjà vu, les gens sont des fois plutôt sensibles ou plutôt ouverts à ce qu'on pense avec eux, ou sensibles plutôt à l'action, au comportement, sont plutôt intéressés par faire des choses, ou plutôt ouverts à exprimer leurs émotions. Donc, ça donne aussi ce qu'on appelle en AT trois portes, trois portes pour communiquer. Tout à fait. Merci. Merci. Par contre, je ne serai pas moi disponible le 10 juin parce que j'ai déjà une journée en AT, donc d'accord, très bien. Je préfère le dire de suite. D'accord. Alors, parlez-en autour de vous, si ça vous intéresse. Voilà, nous, bien sûr. bien sûr, on va. Alors, attendez, je vais juste, avant qu'on se quitte, vous remettre une petite diapo de conclusion. Donc, avant de se dire au revoir. Alors, donc, voilà. Bon, vous avez compris le 10 juin, je ne vais pas le redire, vous avez bien entendu. Par contre, je vous rappelle nos coordonnées, mais vous les avez parce que vous êtes toutes inscrites au préalable, donc pour vous, il n'y a pas de problème. S'il y a besoin, si vous avez besoin d'un document, si vous avez une question, on sera vraiment heureux de vous répondre dans la mesure du possible. Utilisez ce mail-là, info, @institutataconseil.ch. Et puis, voilà la bibliographie. Alors,
là, vous n'avez pas le temps de la lire, mais si vous voulez, on vous la donne, y compris le diaporama si besoin. Voilà. Donc, moi, je voulais vous remercier de cet échange, de votre écoute et de votre intérêt pour ce thème et peut-être pour d'autres thèmes à venir. Claudia, je me tourne vers toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion? J'aimerais bien juste relever que le samedi 10 juin, c'est dans un espace qui se trouve juste à côté de la gare de Lausanne. Donc, c'est vraiment un espace, ça s'appelle l'espace Dickens, c'est un espace coopératif. On loue une salle, il y a un très bon endroit pour être dehors à midi ou pendant les pauses café. Donc, je fais un petit peu de publicité aussi sur l'aspect, si vous voulez, plus terre à terre de cette journée que nous propose Christophe. C'est dans un lieu vraiment très sympathique. Et puis, je pense, Christophe, ce sera, je ne sais pas quand est-ce que tu souhaites démarrer la journée pour permettre aux gens d'arriver et puis ensuite finir à quelle heure tu vois ça. C'est genre 10h, 17h, par exemple, un truc comme ça. Je ne sais Ouais. plus quel horaire on a défini, mais ça laisse Et le temps donc, d'arriver. Mais il faut quand même du temps pour expérimenter des choses, échanger, puis approfondir, et puis faire des exercices. Ce qui est sympa, c'est justement expérimenter des exercices du stress. absolument. Carole, dernière question.